Bonjour, bienvenue donc pour cette table ronde sur une question récurrente et ancienne. Notre patrimoine est inestimable, mais peut-on tout garder et quelles sont les limites à la conservation du patrimoine? Alors, notre patrimoine est énorme, et je parle de notre patrimoine public. Simplement quelques chiffres. Dans les musées de France, il y a 114 millions d'objets dans 1200 musées. Alors, petit calcul rapide, ça en fait déjà beaucoup pour chaque musée. On a en plus 27 000 châteaux et 40 millions d'ouvrages. Et ce n'est que du patrimoine public. Il y a en plus de patrimoine dans les endroits régionaux, départementaux. Il y a des archives. Il y a aussi le patrimoine privé, le patrimoine familial, le patrimoine de petits groupes, etc. Et donc, on est vraiment en face de quelque chose d'énorme. Ne serait-ce que dans les musées nationaux d'histoire naturelle, il y a 68 millions de spécimens. 68 millions de spécimens. Et donc, et on n'a plus les scribes et les moines pour continuer à les comptabiliser, les classer, les mettre dans les tiroirs, les entourer dans des petits papiers, souvent en les identifiant pas d'ailleurs, ce qui facilite pas ensuite la poursuite des affaires. Pour parler de tous ces problèmes et voir s'il y a une limite ou s'il n'y en a pas, nous sommes avec 4 spécialistes et experts réunis par Apolline Lefort, qui est à côté de moi. Alors, on les a placés juste sous leur photo, donc c'est facile de les reconnaître. Pierre-Emmanuel Guilleret, Christelle Faure et enfin Julien Cosmuo. Et donc je vais demander d'abord de se présenter chacun pendant 1 minute pour nous raconter un peu ce qu'ils font et leur vision sur cette première vision, disons, une première impression sur cette notion de limite. Apolline, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde. Je suis Apolline Lefort, je suis la directrice du Muséum d'histoire naturelle de Besançon, je suis conservatrice du patrimoine et je suis géologue. Gérer des collections, c'est effectivement compliqué, surtout que quand on a un nombre de spécimens indénombrable. Donc à Besançon, nous avons quasiment 1 million d'objets à gérer au muséum. Merci. Pierre-Emmanuel Guilleret, je suis conservateur de bibliothèque, rue de la Bibliothèque, numéro 1. Et donc c'est la bibliothèque qui conserve le patrimoine, c'est-à-dire les ouvrages anciens. On a également les archives municipales dans ce bâtiment. Et donc notre problématique, c'est de gérer au mieux tous les documents qu'on nous a transmis et de les transmettre à notre tour à nos successeurs. Et effectivement se pose la question de la sélection, de ce qu'on choisit de garder, ce qu'on choisit de désigner comme étant du patrimoine. Donc, voilà. Bonjour Christelle. à tous. Donc Christelle Faure, directrice des musées d'art et du temps à Besançon. Donc effectivement, je suis responsable de 2 musées, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, ainsi que le musée du Temps, 2 institutions qui représentent en fait une collection absolument magnifique qui va de la préhistoire à l'art contemporain, en passant par les Beaux-Arts, les sciences et techniques, les questions de l'horlogerie aussi forcément à Besançon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette table ronde autour des questions de la limite de la conservation, ce sont effectivement des questions qu'on se pose au quotidien en tant que professionnel des musées. Alors, Julien, à vous. Bonjour à tous, Julien Cosmuo, je suis responsable des collections d'archéologie au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie à Besançon. Pour l'archéologie, la limite se pose en plusieurs termes. Il y a un côté quantitatif, comme l'a souligné Apolline. Il y a aussi un côté de limite chronologique, où commence, où finit l'archéologie, ou est-ce que c'est juste une méthode? Donc on pourra évoquer un petit peu tout cela pendant cette heure. Merci. Alors, on va commencer par quelque chose de très basique. Que nous dit la loi? Puisque le patrimoine est aussi défini, je ne me rappelle plus depuis quand d'ailleurs, probablement les années 1800. Et donc c'est Christelle Faure qui va nous dire un peu que nous dit la loi et quelles limites elle nous fixe.
Alors, je ne serai peut-être pas aussi généraliste, mais je vais plutôt parler effectivement de ce qui me concerne, c'est-à-dire le patrimoine qui est protégé au titre de l'appellation Musée de France, qui est une appellation qui a été créée par la loi Musée du 4 janvier 2002 et qui est en fait une loi qui va fixer le principe que toutes les collections conservées dans un musée disposant de cette appellation sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Dès lors, nous avons l'obligation de conserver l'ensemble de ce patrimoine un petit peu ad vitam aeternam, même si cette notion n'existe pas véritablement d'un point de vue juridique. En tout cas, pour nous, l'objectif, c'est de conserver pour transmettre aux générations futures. D'où l'importance d'être particulièrement vigilant aussi sur ce que nous faisons rentrer dans ce patrimoine, de manière à ne pas surcharger ce que nous conservons. Est-ce que vous aidez aussi de temps en temps les personnes privées qui ont du patrimoine qu'ils voudraient conserver, ou des musées qui ne sont pas nationaux? Est-ce que la loi prescrit quelque chose de ce côté-là? Alors, il peut y avoir effectivement des musées qui ne sont pas gérés par des personnes publiques. Il peut y avoir effectivement des musées privés, des musées associatifs qui disposent aussi de cette appellation Musée de France et qui peuvent disposer de l'aide du ministère de la Culture et de conseils. Mais c'est vrai qu'après, sur la conservation du patrimoine privé, il y a aussi, on va dire, tout un système parallèle qui se construit autour de la conservation et des préconisations. Et comment on fait rentrer quelque chose de patrimoine privé dans le patrimoine public? C'est par des achats, des acquisitions, ou est-ce que quelqu'un peut dire chez vous, vous avez quelque chose qui m'intéresse, je veux le prendre? Alors non, on va pas procéder de la sorte. Pour ce qui est le cas des musées, on va effectivement se lancer dans des procédures d'acquisition, que ce soit dans le cadre d'acquisition onéreuse ou que ce soit dans le cadre de dons et de legs. Mais il faut savoir que pour faire rentrer dans le patrimoine public, il y a toute une procédure juridique en fait qui est à respecter, notamment pour un musée d'une collectivité territoriale comme la nôtre. Pour faire entrer un objet dans les collections, nous passons devant une commission scientifique régionale qui est pilotée en fait par la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui va venir statuer sur l'opportunité scientifique et la pertinence de faire rentrer l'objet dans les collections. Alors, maintenant on a des objets, qu'est-ce qu'on en fait, Apolline? On les étudie, on les classe, on les cache, on les montre? On les conserve. Oui, on fait tout ça en même temps. Être conservateur et gérer un musée, c'est étudier les objets, les conserver pour un petit temps court et pour les générations futures, et puis les valoriser à travers des publications, à travers des expositions. Donc on fait tout ça en même temps avec des équipes de professionnels qui sont de plus en plus formés à la conservation du patrimoine, chacun dans leur spécialité, parce qu'on ne conserve pas de la même manière un tableau des Beaux-Arts du 18e d'une collection d'entomologie. Et quand on dit qu'on les étudie, ça veut dire qu'il y a un travail universitaire autour, ça veut dire qu'il y a aussi, je veux dire, des scientifiques pour ce qui est de la science, mais il y a aussi probablement de la sociologie, de la philosophie qui vient regarder ces objets, les étudier dans leur forme, dans leur dimension, etc. Et comment est-ce que se passe cette relation entre les musées, d'une part, et donc votre rôle de conservateur, et les universitaires qui éventuellement publient autour? Alors l'étude, elle peut être effectivement faite par la recherche académique, par les universités, et puis aussi par des associations naturalistes, pour ce qui concerne par exemple l'histoire naturelle, ou par des conservateurs d'autres structures, etc. Le matériel qu'on conserve, donc Christelle a parlé des objets qui entraient dans le patrimoine français. Il y a aussi un statut qui est le statut de matériel d'étude, qui est une circulaire qui date de 2012, qui confère à tout un lot d'objets un statut intermédiaire, non pas inaliénable, des objets inaliénables, mais prêts à l'étude pour les chercheurs. Donc on peut emprunter des objets, matériel d'étude, au musée. Les chercheurs peuvent venir les étudier soit sur place, dans nos laboratoires, dans nos salles de préparation, ou peuvent les emprunter et les étudier dans leur laboratoire. Alors, Julien, donc maintenant on a des objets, des gens qui les étudient. Comment est-ce qu'on protège tout ça?
Déjà, ils sont protégés, comme l'a dit Christelle, par un statut juridique qui est, en France en tout cas, l'un des plus protecteurs au monde. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de normes en termes de ce qu'on appelle de conservation préventive, c'est-à-dire offrir les meilleures conditions, dirais-je, à la fois en termes de température, d'hygrométrie, on va parler de climat, mais aussi en termes de sécurité, sûreté. C'est un petit peu d'actualité vu ce qui s'est passé au Louvre il y a quelques semaines. Donc faut mettre en place tout un ensemble de process et de protocoles qui permettent de transmettre aux générations futures des ensembles de biens mobiliers ou immobiliers dont on a la charge pour un temps donné, somme toute assez restreint. Donc voilà. Donc on a une protection matérielle, j'allais dire, proprement dite. Et comment est-ce qu'on protège le matériel justement contre les injures du temps ? Puisque on est dans un endroit, parce que l'éternité c'est long quand même. Surtout sur la fin, paraît-il. Effectivement, alors cette protection, tous les objets, de toute façon, rien n'est immuable, quoi qu'il arrive. Et donc l'idée, c'est d'offrir des conditions générales qui permettent la détérioration la moins rapide possible, en fait. Et tout dépend aussi des typologies de matériaux. Alors, si on prend par exemple des matériels lithiques comme un biface en silex, c'est pour ainsi dire quasiment immortel entre guillemets si on reste dans des limites acceptables, alors qu'une peinture sur bois va être beaucoup plus sensible. Donc il faut vraiment s'adapter à chaque fois en fonction des typologies. Peut-être que Pierre-Emmanuel aurait d'autres éléments sur des manuscrits. Est-ce qu'on conserve de la même manière du papier, du parchemin? Donc il y a ce sont vraiment des choix à chaque fois pour chaque type d'objet, chaque typologie, voire chaque objet en particulier. On ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Alors, c'est une question un peu subsidiaire, c'est peut-être que vous allez pouvoir répondre tous les deux. Est-ce que l'altération ne fait pas partie elle-même de la valeur du patrimoine? C'est-à-dire qu'une peinture sur bois, par exemple, le bois va se fendiller, se fendre. Un parchemin, il y a des choses qui vont s'éclaircir, des peintures, les peintures changent sous l'effet de la lumière. Donc la peinture, la conservation idéale, ça serait de la mettre dans le noir et que personne ne la regarde, mais son intérêt diminuera. Oui. Alors, effectivement, il y a cette contradiction entre la conservation et l'utilisation, c'est-à-dire la valorisation, la consultation par les lecteurs. Ce que je peux vous donner comme exemple dans le domaine des bibliothèques, c'est nos documents les plus anciens ne sont pas forcément les plus fragiles. Par exemple, les pièces de monnaie grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est très solide. Elles sont parvenues jusqu'à nous à peu près dans le même état où elles étaient quand elles ont été utilisées la dernière fois. Le parchemin des manuscrits médiévaux, c'est très solide aussi. Et paradoxalement, le papier journal des années 1960-1970, ça fait partie de nos supports les plus fragiles. Ou alors les archives des années 1970 ou 1980 qui ont été imprimées sur les premières imprimantes avec les ordinateurs, ça c'est très très fragile aussi. Donc on va moduler en fonction des différents documents qu'on a. Et parfois, la numérisation, ça peut être une solution pour avoir un support de substitution qu'on pourra transmettre sur un temps un peu plus long. Bon, sachant que la conservation numérique, on n'a pas beaucoup de recul, donc il faut être un peu prudent aussi en la matière, mais on a certains supports dont on sait déjà qu'ils ont une durée de vie très limitée, les exemples que je vous donnais. Oui. Et oui, parce que le problème du numérique, c'est une chose, parce qu'il y a deux problèmes dans le numérique, alors que moi, que j'ai vécu quand j'étais petit, pas sur du patrimoine, mais sur des données simplement qu'on l'utilisait, qui est le support est solide, mais le système de lecture a disparu. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, alors vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir fait, mais avec, à un moment donné, c'était le microfilm. Oui. Et les machines à microfilmer. Est-ce que vous avez encore des microfilms utilisables et surtout les lecteurs? Oui, effectivement, le microfilm, c'est un support beaucoup plus durable, puisqu'on a plus de recul par rapport
au support photographique que pour les supports numériques. Par contre, il faut avoir les instruments pour pouvoir les lire. Et ça, c'est un problème, parce que comme ils sont de moins en moins utilisés, on est moins attentif à la maintenance de ces lecteurs de microfilm qui sont utilisés une fois tous les 4-5 ans, on va dire. Et puis pour les supports numériques, effectivement, il faut migrer régulièrement les anciens supports pour que ça reste lisible. Et ça, c'est certainement la principale fragilité pour les supports c'est un problème numériques. général de conservation des données. Et il y a des masses de données. Voilà, donc au-delà de simplement la sauvegarde sur des serveurs avec la sécurité, ce qui est déjà un premier pas, il y a effectivement cette garantie de pouvoir lire les fichiers dans le temps et il faut y être assez attentif. Donc par exemple pour le format le plus connu PDF, on a finalement que 30 années de recul, alors que c'est le format qui est un peu universel actuellement. Oui, c'est un problème assez délicat. Alors, ça nous amène justement, aussi bien pour le numérique que pour le reste, et c'est encore Pierre-Emmanuel qui va nous donner des informations sur qu'est-ce que nous pouvons garder, quelles sont les limites des réserves. Et alors, il y a le patrimoine réel, donc les choses qui existent, petites pièces et grosses pièces, mais surtout aussi le patrimoine numérique, puisque maintenant, l'information, les documents, voire les objets, les graphistes font par exemple des œuvres numériques qui sont intéressantes. Alors, pour ce qui est du vivant, encore les coquilles d'escargot et les trilobites, c'est encore du matériel, mais vu la génération maintenant de données numériques et d'informations numériques, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder là-dedans? Et est-ce qu'il y a un musée de ce numérique-là? Je vais quand même prendre la parole parce que oui, il y a des objets de sciences naturelles conservés, mais il y a tout un tas de données qui sont des données souvent informatiques. Et la France vient de subir une attaque et le Muséum national d'histoire naturelle a été cyberattaqué. Donc actuellement, on est assez bloqué puisque tout un ensemble de données n'est plus accessible via tous les chercheurs ou les musées du monde qui voudraient avoir accès à la donnée scientifique des objets que les musées français conservent. Donc on voit là effectivement la fragilité du système et cette malheureuse expérience va nous permettre de grandir et de certainement mieux penser les systèmes qui vont être construits dans les années qui viennent. Merci les pirates. C'est un peu la conclusion. Donc, pouvons-nous tout conserver? Oui. Donc, pour le cas des bibliothèques, tout d'abord, il y a certes une certaine fragilité par rapport à ces infrastructures numériques, mais il y a également une grande souplesse, une grande sécurité en termes de conservation par le fait que c'est réparti de manière collective entre toutes les bibliothèques. Si je prends le cas des livres imprimés qui sont numérisés, donc tout ça s'est mis en commun en fait grâce à des catalogues collectifs sur Internet, c'est réparti sur différents serveurs. Donc il y a quand même une répartition du risque qui est intéressante en termes de conservation. Si je prends le cas maintenant des archives, là c'est un peu différent parce que les archives par nature c'est des documents uniques. Mais pour l'aspect numérique, je voudrais rebondir sur votre question, Michel, sur justement les documents numériques natifs. Vous avez tous été confrontés à l'administration en ligne pour vos démarches administratives. Donc il y a de plus en plus de choses qui sont plus en papier, qui sont numériques. Et là, c'est un vrai défi pour les archives actuellement. C'est d'arriver à avoir non seulement l'infrastructure pour conserver les fichiers numériques, mais surtout pour pouvoir garantir que c'est bien la bonne version du document, puisque les archives, elles ont une valeur juridique parfois. Et donc, il faut mettre en place tout un nouveau système de conservation numérique qui est un peu l'équivalent de ce qu'on faisait avant pour les documents papier, mais qui est une déclinaison dans le domaine numérique pour pouvoir assurer cette transition. Et là, on touche vraiment aux limites du métier, parce qu'on sait que entre le moment où on a identifié le problème et le moment où on va le régler, on va avoir un espèce de trou dans les archives de 10 ou 15 ans, et éventuellement des historiens du futur pourront se dire peut-être il y a eu une période des âges sombres pendant 10 ou 15 ans parce qu'on n'a pas de sources, on n'a pas de documents qui ont pu être transmis. Et donc peut-être que les générations futures se feront une fausse idée des années qu'on est en train de vivre parce qu'on n'aura pas été capable
de transmettre les documents pour des raisons techniques. Alors, il y avait, je voudrais un peu rebondir sur les aspects des documents papier quand on parle des archives. Il y avait quand même deux choses qui étaient très importantes, c'était la signature et le cachet. C'était le cachet donnait, à un moment donné, la valeur légale de l'objet. Pour simplifier, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Tout à fait. Donc on a l'équivalent avec le numérique. On a la signature électronique, etc. Mais on a l'impression que c'est moins définitif. Quand un document était écrit, signé de la main, avec un stylo bleu, avec un cachet vert, un cachet rouge, ça avait une valeur. Et aussi bien pour les visas, moi quand je voyageais, que pour autre chose, c'était significatif. Pas une photocopie noir et blanc. Alors on a l'impression qu'avec le numérique, on peut plus facilement faire des copies. En réalité, avant, on pouvait aussi faire des copies. Hein, ça existait depuis longtemps. Les faussaires ont quasiment toujours existé. Donc avec le numérique, je dirais, c'est vraiment similaire dans le sens où il y a des solutions qui existent pour avoir des validations et simplement la validation à un moment ça va être parce que c'est l'archiviste qui a collecté le document selon le bon circuit de validation et qui peut attester que le document est rentré de manière authentique, si vous voulez. Alors, il y a des choses authentiques qui sont des petits objets, etc. Puis alors, il y a le problème de la conservation dans le patrimoine des objets gigantesques. Au musée de l'air et de l'espace, j'ai vu Catherine Monory passer, je passais dans la salle, mais il y avait le problème de l'A380, par exemple. Ça ne se met pas dans un tiroir. Et donc, il y a des problèmes de patrimoine, des objets aussi bien, même naturels, des grottes, par exemple, les grottes, etc. Comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans un patrimoine et comment est-ce qu'on en assure la protection et la conservation ? Alors, je ne vais pas parler au titre des collègues des monuments historiques, mais il y a plusieurs façons de faire, effectivement. Autant les objets mobiliers qui rentrent dans les musées ont ce statut, et il peut y avoir une protection dite au titre des monuments historiques, inscription ou classement, on ne va pas rentrer dans cette subtilité juridique, qui permet de conserver un patrimoine monumental en ville. Alors à Besançon, par exemple, c'est le cas notamment de la Porte Noire. Après, il y a donc là pour une protection juridique. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour rebondir sur la question patrimoine privé, patrimoine public, on peut classer au titre des monuments historiques ou l'inscrire des biens immobiliers qui appartiennent à une personne privée. Donc c'est ce qui s'appelle une servitude de l'État. Et donc c'est une entorse d'une certaine manière pour cette protection à la sacro-sainte propriété. En fait, ce qu'il faut envisager, c'est qu'à partir du moment où un objet rentre dans le domaine patrimonial, il commence à appartenir un peu à tout le monde, même si il appartient à une personne privée. C'est un petit peu ce que disait Victor Hugo quand il disait que un bâtiment peut appartenir à son propriétaire, mais sa beauté appartient à tout le monde. Alors, je raccourcis un petit peu la citation, mais cette idée, elle est là. Donc, et après, il y a des objets qui sont monumentaux, qui sont énormes, mais qui doivent être protégés. Et cette protection, c'est le cas par exemple des grottes, implique le fait qu'elles ne soient plus visibles. Donc c'est par exemple ce qui a été fait à Lascaux, où la grotte originale, authentique, on pourra débattre du terme d'authenticité dans le patrimoine aussi d'ailleurs, finalement n'est plus visible, mais la rendre invisible permet de la conserver. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est valable pour les biens de musée. Chaque cas est particulier. Alors sur la façon dont on conserve par exemple l'aviation, je vous invite à aller à Toulouse, ils sont très forts pour ça. On peut conserver aussi une idée de ce que c'est que l'aviation. On n'est pas obligé de conserver l'objet en tant que tel. C'est aussi ça, parce que tout l'aspect technique, on conserve, et là on conserve l'idée de la chose en fait, plus que la chose en soi. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir à ça, et là on touche à une autre forme de patrimoine qu'on n'a pas évoqué, qui est le patrimoine immatériel finalement, qui doit être conservé à un moment donné aussi. Et on va en parler justement, comment est-ce qu'on conserve ces savoir-faire.
Alors, dans les musées, il y a aussi l'origine des pièces que l'on va conserver. Hein, c'est Apolline qui va nous en parler. Est-ce qu'on peut faire entrer n'importe quoi? Non. Non, la réponse est clairement non. Je vous donne ma tablette. Est-ce que ça sera un objet de patrimoine? Je ne pense pas, en tout cas pas maintenant, pas dans ce siècle. Christelle l'évoquait tout à l'heure, pour faire entrer dans les collections musées de France, on va passer par des commissions d'acquisition et ensuite tout un système qui va permettre l'entrée au sein de la propriété de la collectivité. Dans un musée d'histoire naturelle, je vais prendre des exemples qui nous concernent, on va accepter des dons quand on a des informations sur les objets. Donc oui, effectivement, le côté immatériel, il est inhérent quasiment à tous les objets qui entrent dans les musées de France. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de documentation ou d'histoire liée à l'objet ou au spécimen, on ne va pas accepter forcément cet objet. Donc si on n'a pas de lieu de collecte ou de date de collecte sur une plante, dans un herbier, cet objet ne nous sert à rien. Même si on a son nom, finalement, il n'a aucune utilité pour les chercheurs qui vont venir travailler sur ces objets. Donc c'est le passé donne, enfin l'information sur le passé donne la légitimité à l'objet. On peut dire ça comme ça. Toute la documentation liée à l'objet. C'est juste pour dire le contraire de ce que vient de dire Apolline. On a plus de souplesse, en fait, je pense, dans les bibliothèques. Parce que le critère esthétique rentre en ligne de compte pour la valorisation, par exemple. C'est-à-dire qu'on va réfléchir au patrimoine aussi dans la perspective de qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer au public, qu'est-ce qu'on va partager avec le public pour faire vivre ce patrimoine. Et parfois, en connaissance de cause, on va choisir un critère esthétique pour un bel objet, même si on n'a pas toutes les informations scientifiques, par exemple la provenance. Plutôt que quelque chose de beaucoup plus érudit, mais qui n'a pas de belles images, par exemple. Voilà. Donc on peut se permettre, en tout cas on a cette marge de manœuvre du critère esthétique et les lecteurs seront sans doute beaucoup plus contents de voir un beau livre illustré, même si on ne connaît pas exactement la provenance, plutôt qu'un livre pour lequel on peut retracer très très précisément toute l'histoire, mais qui n'a pas un contenu très attrayant. Attrayant ou intéressant. Alors, on a parlé tout à l'heure de la transmission des savoir-faire, et donc c'est Christelle qui va pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on transmet en fait, et comment on peut transmettre ça, notamment... les pièces uniques, qu'est-ce que ça représente, les savoir-faire, comment est-ce qu'on peut transmettre ça, puisqu'on est quand même dans une région dite de tradition horlogère, par exemple, c'est l'occasion d'en parler, et il y a une tradition qui se transmet quand elle est vivante, mais la technique change et il y a des savoir-faire qui peuvent disparaître, et comment est-ce qu'on peut conserver ces choses-là et les transmettre? Complètement, parce qu'il y a à la fois la question du patrimoine matériel que l'on a déjà beaucoup évoqué sur la manière de le conserver et de le transmettre. Sur pourquoi le transmettre, tout simplement parce que c'est un témoignage de notre passé, un témoignage de la société, des témoignages en fait qu'il nous faut effectivement préserver. Pour ce qui est du patrimoine immatériel, la question elle se pose très différemment. Elle va se poser sur la question de la documentation, comment se rappeler du geste, comment se rappeler de quelque chose que nous ne sommes pas en capacité d'enregistrer. Et c'est vrai que là, on touche à des questions qui... effectivement, sont portés à l'échelle de Besançon, par exemple, à travers une association qui s'appelle Arc Horloger, qui a été créée à la suite de la labellisation des savoir-faire horlogers, pour essayer justement de documenter quelles sont ces techniques, quels sont ces gestes, quelles sont ces personnes qui travaillent, et de manière à pouvoir ensuite documenter, créer des bases de données diffusées. Alors moi j'ai vu une époque dans les entreprises où il y avait une tentative, alors je ne sais pas si ça durait, de garder des mémoires sonores et filmées alors c'était les grandes figures ou c'était des savoir-faire particuliers, etc. Et il y a eu des choses, alors c'était pas enregistré de façon très systématique, c'était quand même un peu aléatoire.
Et surtout, j'ai jamais vu, alors peut-être que vous le savez vous, de moyen de conserver ça. Parce qu'une fois qu'on a enregistré ces données, si elles restent dans l'ordinateur de celui qui l'a fait ou dans les cassettes vidéo Super 8 rangées au fond d'une armoire, ça risque de pas être... Je ne sais même pas si on est capable de lire du Super 8 maintenant, mais voilà. Il y a eu des tentatives et je ne sais pas où elles sont allées. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de musées qui travaillent sur la mémoire. Je pense au musée de société, au musée d'histoire. Et notamment, nous avons un musée de la résistance et de la déportation à la citadelle de Besançon, qui évidemment collecte l'histoire des personnes qui sont concernées par la résistance et la déportation et des personnes qui sont de plus en plus vieillissantes. Donc il y a forcément un enregistrement de ces témoignages. Elles sont enregistrées oralement, mais il y a aussi une prise de notes et puis des comptes rendus écrits qui sont par la suite conservés avec les objets dans les bases de données du musée. Est-ce qu'il y a des tentatives aussi dans les entreprises, par exemple, pour les savoir-faire? Là, je comprends bien sur le plan de l'histoire, ce sont des choses qui sont faites souvent, parfois avec l'initiative d'associations d'ailleurs, pour ce genre de choses. Mais dans les entreprises, par exemple, là au cœur de la création matérielle du savoir-faire horloger, pour prendre un exemple, ou de la conservation, est-ce que dans votre propre musée, parce qu'il y a un savoir-faire sur la conservation des pièces les plus anciennes, le traitement des pièces archéologiques, etc., est-ce que là, il y a une tentative de garder ce genre de choses? Alors, je vais répondre, mais un peu à côté. C'est par rapport à l'entreprise LIP, donc célèbre entreprise horlogère byzantine. Les archives municipales et les archives départementales du Doubs s'étaient associées il y a quelques années pour les 50 ans des événements LIP pour faire une collecte auprès des gens qui avaient participé à cette grande grève à l'époque en 73. Et donc ça répond en partie à la question, je crois, que vous posiez sur quand on fait ce genre de collecte, comment c'est conservé, comment on le transmet. Donc là, c'était à l'initiative des archivistes. Ça aurait pu venir aussi de l'université. Mais c'est vrai que là, on ne parlait pas des techniques. Là, on parlait plus de la mémoire ouvrière. Du mouvement social et ouvrier, et de la mobilisation à travers toute la France que ça a provoqué. Donc, on fait tout ça pour transmettre, bien sûr, pour transmettre ça aux générations futures, on l'a déjà dit, mais comment, Christelle, comment est-ce que l'on fait ça? Comment est-ce qu'on se transmet ces choses-là aux générations, aux visiteurs, aux gens qui viennent autour de nous, aux gens qui visitent ou qui nous interrogent simplement? Il n'y a pas forcément que des visiteurs, même vis-à-vis des chercheurs français ou étrangers. Alors effectivement, la transmission va passer par la diffusion la plus large possible. Donc bien évidemment, c'est la possibilité de présenter l'objet en tant que tel dans sa matérialité qui va être tout aussi important. Mais présenter un objet sans être en capacité de le contextualiser, de l'expliquer, de donner des clés de compréhension, finalement, est-ce qu'on ne passe pas à côté de la transmission dans ces cas-là? Et donc c'est tout l'enjeu pour nous professionnels du patrimoine que de fournir à tout à chacun ces clés de lecture, en fait, de manière à ce qu'il y ait une véritable compréhension de cet objet patrimonial. La question de la transmission, comme le disait tout à l'heure Julien, malheureusement, ça va parfois passer par le fait de soustraire l'objet, de soustraire les grottes ornées, dans l'exemple que prenait Julien, du regard finalement des citoyens et de tout à chacun. Et là, c'est la question de comment trouve-t-on un équilibre entre la transmission et la conservation, puisque parfois, il faut, pour pouvoir transmettre, conserver, soustraire au regard. Alors, tout ça, qui est-ce que ça intéresse en fait de transmettre? Parce que bon, on comprend bien qu'il y a des personnes dont c'est le métier, et derrière le métier, il y a aussi une passion, c'est pas simplement alimentaire pour simplifier, il y a quand même un intérêt, une volonté, un désir profond en chacun d'entre vous de faire les choses. Mais pour qui? Et qui est-ce qui est intéressé par ça? Pierre-Emmanuel, par exemple, vous qui traitez à la fois, en plus ça, des objets qui sont
je dirais, assez facilement consultables, donc ils sont à la portée des gens. En fait, on a certainement un éventail beaucoup plus large que dans les musées par rapport aux documents qu'on peut proposer au public. Ça va du plus précieux au moins précieux. Donc là, on a toute une gamme en fait de gradations. Par principe, n'importe qui peut venir consulter la plupart des objets qu'on conserve, enfin des documents, que ce soit les archives ou les livres, même relativement anciens. Et il n'y a qu'une petite catégorie finalement, par exemple pour les livres, c'est avant 1830, qui est vraiment du patrimoine au sens juridique. Tout le reste, c'est des documents relativement anciens qui ont une valeur d'usage, un peu comme ce que tu disais, Apolline, pour le statut document d'études. On retrouve un peu cette distinction dans les bibliothèques. Donc voilà, donc au départ, en principe, tout le monde peut consulter. Dans la réalité, il y a quand même un public de chercheurs et le grand public pour lequel on essaye de faire découvrir ce qu'on conserve. Effectivement, il y a un obstacle qui est dû à la connaissance historique que peuvent avoir les personnes qu'on souhaite toucher, ce que tu disais, Christelle, sur il faut expliquer, il faut contextualiser. Donc on se retrouve vraiment en situation de passeur avec nos connaissances. On essaye de connaître le mieux possible nos collections, ce qu'on conserve, pour pouvoir le partager le mieux possible. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu pour nous en tant que conservateurs, c'est d'arriver à s'approprier, à digérer toute cette grande masse de choses qu'on conserve pour pouvoir vraiment faire attention à ce qui est plus fragile, à ce qui est plus précieux, et puis le transmettre à la fois au grand public et le transmettre aux générations futures pour la conservation. Donc Apolline, vous avez 1 million d'objets à connaître parfaitement. Alors, je ne suis pas toute seule, mais effectivement, on n'est pas assez nombreux non plus. Oui, il y a un enjeu énorme. Il y a évidemment aussi des moyens limités, des moyens humains, des moyens temporels, des moyens financiers qui font qu'on est aussi dans des limites parfois. C'est effectivement pouvoir parler de notre fonds et faut pouvoir l'étudier. Il faut avoir des personnels qui ont le temps d'entrer dans le cœur de parfois l'œuvre d'une vie, l'œuvre de plusieurs vies, avec des parcours de certains collecteurs ou collectionneurs qui sont incroyables. Et ça demande du temps. Alors, l'intérêt des archives, chaque objet a un intérêt, mais la notion de patrimoine, c'est aussi ce qui raconte une histoire, un roman régional ou un roman national. On sort de l'objet qu'on regarde avec ses yeux pour entrer dans un objet qui rentre dans la société à un moment donné. Et comment est-ce que vous voyez ce patrimoine perçu par, je dirais, votre environnement humain, on pourrait dire social, mais je dirais simplement humain. Qui est-ce qui veut s'y coller à ça? Allez, Julien. Oui, ça va me permettre de rebondir sur cette idée de roman national qui est un tantinet daté, je m'en excuse de le dire aussi crûment. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été publiées là-dessus. Alors l'idée c'est en fait que chaque conservateur et association, chercheur, universitaire ou bénévole, c'est le cas aussi beaucoup pour l'archéologie, mais je pense pour l'histoire naturelle aussi, il y a eu des associations de bénévoles assez importantes qui se l'approprient. Et le propre du patrimoine, en fait, c'est qu'il y ait à la fois une appropriation scientifique qui permet de dépasser l'idéologie. C'est en cela que je m'inscris en compte du roman national. Et cette validation entre guillemets scientifique doit aussi faire l'objet d'une sorte d'approbation de l'ensemble de la société, ou en tout cas d'une part importante de la société, ce qui dépasse là aussi le cadre strictement national. C'est l'idée de la reconnaissance d'un objet qui, comme œuvre d'art, je vais prendre pour prendre un exemple un petit peu tarte à la crème,
mais aussi d'un monument, la reconnaissance en tant que monument. Étymologiquement, le terme de monument vient du latin qui signifie se remémorer finalement, et à mon sens, le patrimoine, c'est ça, c'est un support matériel ou immatériel à une mémoire collective qui peut être celle d'une communauté sociale, d'une communauté scientifique, d'une communauté malheureusement disparue ou en train de disparaître. C'est les questions des communautés autochtones, notamment aux Amériques au sens le plus large du terme, mais aussi en Afrique. Ces communautés qui disparaissent, vous évoquiez les communautés ouvrières, donc on dépasse largement cela. Je pense qu'il faut vraiment remettre au centre de la notion de patrimoine cette notion, oui, d'une forme de mémoire qui permet de faire société. Je voudrais compléter ce que tu viens de dire, Julien, par un exemple qui est celui des plans de sauvegarde. C'est-à-dire en cas d'incendie, en cas d'inondation, on a une liste très courte de documents qu'on souhaite à tout prix pouvoir évacuer parce que c'est les plus emblématiques, c'est les plus précieux. Alors j'emploie ces deux mots volontairement parce que il faut choisir selon un certain nombre de critères. Or, il n'y a pas de critères mathématiques pour déterminer cette liste-là, notamment parce qu'il y a la mémoire qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, pour le patrimoine de la bibliothèque, par exemple, il y a des livres très précieux, mais qu'on peut trouver ailleurs. Il y a des livres précieux scientifiquement, il y a des livres précieux esthétiquement. Et donc la valeur marchande rentre en ligne de compte, bien sûr, mais il y a aussi la mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce que les Byzantins ont en mémoire quand on parle du patrimoine de la bibliothèque? Sur quoi on va nous interroger si un jour il y a un sinistre et on va nous dire « Ah, est-ce que vous avez bien emmené tel livre ?» Parce que ce livre, il a été présenté dans plusieurs expositions à Besançon et que les gens le connaissent. Donc là, on touche aussi à la mémoire et à qu'est-ce que c'est le patrimoine. Il y a ce côté-là aussi. Donc non, mais c'est très important, ça veut dire aussi que ça s'inscrit dans la vie réelle et actuelle. Le patrimoine n'est pas que le passé, il a deux sens, si j'ai bien compris, que quand il rentre dans la vie des gens qui sont autour, de leur environnement humain et social. C'est ce qui fait un roman régional, alors peut-être, si ce n'est le roman national. Est-ce que les gens ont un sentiment d'appartenance, que c'est à eux ou pas? Alors un sentiment d'appartenance, plutôt d'appropriation, je ne sais pas, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Une chose est sûre, c'est qu'on se rend compte, et c'est un petit peu le paradoxe du patrimoine, c'est que, pour paraphraser ce que disaient Chastel et Babelon il y a quelques années déjà, plusieurs décennies même, c'est qu'il y a une forme de sacrifice. Il y a un sacrifice à le conserver, ça coûte cher, on ne va pas se mettre le mouchoir sur le nez, mais il y a une émotion aussi lorsque le patrimoine est perdu. Je vais prendre un exemple qui nous touche avec Christelle en premier lieu. Il y a eu un petit incident sur un objet majeur des collections qui est le taureau à 3 cornes, dit taureau d'Avrigné, il y a quelques temps déjà, et il y a une émotion locale, mais même qui a dépassé le cadre local, sur qu'est-il arrivé à cet objet. Alors pour tout un tas de raisons, on a dû le garder en réserve le temps que les interventions de restauration puissent être mises en œuvre. Et avec il y a une interrogation, donc il y a une forme, d'appropriation, parfois émotionnelle, sentimentale. Il y a cette notion d'attachement sentimental, la notion de collectivité, de roman régional, collective. Là-dessus, d'un point de vue régional, il peut y avoir des mémoires un peu contradictoires. Je vais prendre l'exemple de la notion de Séquanie. La Séquanie, c'est cette entité gauloise qui va perdurer, qui peu ou prou pendant l'Empire romain, et qui a la forme peu ou prou de l'actuelle Franche-Comté, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes personnes qui ont vécu sur un même territoire. Donc il ne faut pas confondre une forme de continuité territoriale avec une continuité d'occupation par un certain type de personnes. Vous voyez pourquoi la notion de roman régional, national peut être assez ambiguë. Elle a quand même été inventée sous Napoléon III dans un contexte de montée des nationalismes assez particulier. Et on a fait Alésia, quoi.
Je voudrais essayer de répondre à la question sur l'appropriation par le public, en parlant peut-être plutôt d'identification. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de la connaissance du contexte, et les gens nous posent toujours cette question, comment est-ce que tel objet ou tel livre est arrivé jusqu'à nous ? Donc ça les intéresse énormément parce que je pense que ça leur permet de se rendre compte de la profondeur historique en quelque sorte de tel ou tel objet. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur la patine, le fait qu'on voit que l'objet a vécu, qu'il soit vieux. Et donc c'est vrai que c'est une manière pour le public d'arriver à s'identifier, à s'approprier l'objet, de comprendre l'histoire, comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à nous. Donc c'est vrai que c'est un peu le but général de nos métiers, d'arriver, on disait partager avec le public, c'est effectivement que les gens s'approprient l'objet, qu'ils comprennent que ça leur appartient aussi, c'est un petit peu l'objectif, même s'il y a cette grande distance au départ qui fait qu'ils pensent que l'objet, ça appartient au musée, ça leur appartient pas à eux, ou ça appartient à la bibliothèque, voilà, ou aux archives. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de matériau éternel. Et le problème de la conservation, alors pas seulement documentaire, mais de la conservation de l'objet lui-même est quand même fondamental. Et comment fait-on ? Quel spécialiste avons-nous ? Et après, j'aurais une dernière question, là, peut-être, enfin pas une dernière pour la table ronde, mais c'est est-ce qu'un objet restauré, c'est toujours un objet patrimonial ? Est-ce qu'il garde sa vérité ? Et quelle est la vérité du patrimoine ? Alors je pense qu'on va faire une réponse à double voix. Vous avez remarqué qu'il y a plein de types de patrimoine différents, donc on a plein de méthodes différentes. On va prendre un exemple. Hein. On va prendre un exemple, d'accord. Alors en sciences naturelles, on a souvent eu les collecteurs des siècles précédents, pour pouvoir bien conserver les choses, les ont en général rendues toxiques. C'est-à-dire qu'on a mis de l'arsenic dans les pots de taxidermie pour pouvoir bien les conserver, qu'elles ne soient pas grignotées par des insectes qui sont kératophages, par exemple, qui mangent la peau. On a baigné les herbes et des herbiers dans des subliminaux de mercure. On a placé des spécimens de reptiles, notamment dans des fluides comme du formol. Donc tout ça, nos prédécesseurs ont veillé à ce que ces objets nous parviennent en les rendant toxiques. Aujourd'hui, on touche à nos limites d'un point de vue de ces spécimens, puisque la plupart des produits sont interdits pour des raisons de santé des personnels qui conservent ces collections. Et par exemple, on est obligé de transvaser nos bocaux de formol pour y mettre de l'éthanol. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'ouverture de bocaux de formol dans lesquels il y a des dizaines de lézards collectés au début du XXe siècle. Et voilà, on fait tout ça sous ouate, dans des laboratoires universitaires qui ont la gentillesse de nous prêter leur lieu de chimie. Il y a des déchets, etc. Les herbiers, on travaille beaucoup à Besançon sur notre collection botanique et on remplace les supports qui sont en papier acide, donc l'acidité du papier est néfaste à la conservation des plantes, qui sont aussi imprégnés de mercure, donc on va remplacer ces matériaux avec des matériaux neutres, donc tout un reconditionnement de ces objets en faisant attention aux réglementations d'aujourd'hui concernant la toxicité. Et effectivement, pour aussi compléter sur les problématiques que l'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui on classe dans le patrimoine des objets qui n'avaient pas du tout vocation à être pérennes dans le temps. Je prends l'exemple du design qui se développe dans l'immédiate après-guerre, où on va avoir en fait l'emploi de beaucoup de matériaux plastiques avec souvent des formules chimiques qui à l'époque étaient très instables. Ces pièces design aujourd'hui, on les fait rentrer dans les musées avec l'objectif de vouloir les conserver, et on se rend compte qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien ça se désagrège littéralement. En fait, nous sommes complètement face à une situation où nous ne savons pas en fait comment arrêter ce processus de dégradation, comment l'arrêter, comment restaurer. Et donc c'est effectivement des sciences portées par les restaurateurs du patrimoine en lien avec les chimistes, les physiciens qui essayent de trouver en fait des solutions, cette fois-ci vraiment au niveau structurel même de la matière.
Vous posiez aussi tout à l'heure, Michel, la question de la restauration, de jusqu'où devons-nous aller dans la restauration. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que finalement, chaque partie du monde a aussi sa vision de ce que doit être la restauration du patrimoine. C'est-à-dire que nous allons avoir tendance, par exemple en Occident, à vouloir préserver les traces du temps, puisque c'est ce qui va aussi donner de la valeur à l'objet. Donc on va faire des restaurations qui vont plutôt arrêter un processus de dégradation, ne pas aller très loin dans la procédure. Mais si on va du côté de l'Asie, si on va en Chine, si on va en Indonésie, si on va au Japon, là la restauration elle est très poussée, parce que restaurer une œuvre, restaurer une architecture, c'est lui redonner l'aspect qu'elle avait au moment de sa création. Donc c'est pour ça, par exemple, quand il y a eu les JO qui se sont tenus à Beijing, qu'en fait tous les grands monuments historiques ont été entièrement repeints avec de la peinture moderne, parce qu'il fallait qu'il y ait le faste d'antan qui revienne, et c'est là ce qui faisait patrimoine. C'était pas les traces du temps, contrairement à ce que nous on va avoir comme conception en France ou de manière générale en Europe du Nord ou en Amérique. Ah, c'était un peu la discussion sur la flèche de Notre-Dame, hein, qui est assez typique. Oui, c'est l'éternel recommencement. Depuis Viollet-le-Duc au XIXe siècle, on ne cesse de se poser la question de jusqu'où doit-on aller dans la restauration. Alors, j'ai plus la formule exacte de Viollet-le-Duc, mais c'était parfois d'aller jusqu'à un état qui n'a jamais véritablement existé, mais que l'architecte avait pu penser au moment de la conception. Et donc, c'est ce qui a donné notamment Carcassonne, qui est une invention complètement 19e siècle et qui n'a plus grand-chose de médiéval en fait. Oui, mais d'un autre côté, sur les objets vivent, enfin, les objets monumentaux ont une vie et la construction s'étend sur des siècles. Donc quel est l'état originel et quand est-ce que c'est fini? Parce qu'en fait, il y a énormément de pièces de patrimoine qui ne sont jamais finies. Et dans les patrimoines monumentaux, enfin moi j'ai eu quelques exemples où on finit par construire 3 siècles après l'aile manquante, la nef qui n'était pas là, etc. Donc voilà, cette notion de patrimoine n'est pas forcément une notion figée, en fait. Non, complètement, et qui se lie aussi à une déontologie aussi de la restauration, c'est-à-dire jusqu'où va-t-on, jusqu'à quel point pouvons-nous documenter et où doit s'arrêter l'imagination. Alors, il y a d'autres limites à la conservation qui sont maintenant, aussi bien pour le patrimoine très, très local, enfin très petit que pour les grands, c'est les effets du changement climatique qui font que des choses qui étaient faciles à conserver deviennent beaucoup plus délicates. Et donc, ça a un certain nombre de conséquences. Et Apolline, vous avez des choses à nous dire à ce sujet? Si je reprends l'exemple des grottes ornées tout à l'heure, certaines ont la composition de l'atmosphère change. On a le dérèglement climatique entraîne un changement chimique en fait de notre atmosphère qui fait que Lascaux, par exemple, si elle a été effectivement déclinée sous des versions visitables, elle est aussi menacée par la composition de l'atmosphère aujourd'hui. On a l'exemple de la grosse Cosquer qui est déjà sous l'eau, mais si on a une élévation du niveau marin, elle sera totalement inondée. Donc c'est un patrimoine qui est déjà d'avance perdu en réalité, on le sait. Et on sait qu'on ne pourra pas tout conserver, qu'on ne pourra pas tout dédoubler ou dupliquer. Donc tout l'intérêt de collecter de l'information sur ces objets qui vont disparaître de manière évidente. Est-ce qu'il y en a d'autres exemples de menaces de ce type-là? Alors, je sais par exemple qu'il y avait en ville l'effet de la circulation automobile sur les monuments, sur les pierres simplement, avec les extraits des oxydes de soufre et les oxydes d'azote. Est-ce qu'on a réussi à limiter cela par un biais ou par un autre dans nos bâtiments? Je sais qu'il y a beaucoup d'études dans les laboratoires, notamment au LISA à Créteil, enfin bon, qui était très intéressé par ce genre de choses. Je ne vais pas répondre là-dessus, mais sur un autre aspect du changement climatique, on est en train de construire une nouvelle bibliothèque au centre-ville de Besançon. Or, on est dans la boucle, pas loin de la rivière, et on a eu un gros problème au départ qui était d'arriver à estimer le risque des crues. Notamment parce qu'il y a déjà eu plusieurs épisodes récents où des crues ont dépassé le niveau maximum imaginable.
Donc pour une bibliothèque au centre-ville de Besançon, c'est un problème parce qu'il y a un certain nombre d'espaces de stockage qui sont en sous-sol, parce que c'est là où c'est le plus facile à construire en termes de poids, etc. Voilà, donc on s'est heurté à ce problème-là. Très concrètement, ça a retardé le chantier de 6 mois parce qu'on a dû refaire tous nos calculs en fonction d'un niveau de crue plus élevé que ce qui avait été estimé au départ. Voilà. Et c'est vrai que ce changement climatique non seulement accélère la dégradation du patrimoine, parce qu'on va avoir de plus en plus d'épisodes météorologiques qui sont particulièrement violents, on va avoir la montée des eaux qui menace le patrimoine côtier, on va avoir ici une acidification de certains environnements qui vont aller vers une altération de ce patrimoine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la conservation, on est obligé de s'adapter aux questions de mener une politique d'adaptation. D'ailleurs, le plan national d'adaptation au changement climatique demande aux responsables du patrimoine que de mettre en place des stratégies justement pour faire face à ce type d'épisode. Et on y arrive ? On essaye parce que disons que c'est une course contre la montre et les responsables du patrimoine, nous ne sommes pas les seuls en fait à devoir affronter ça, parce que ça touche effectivement des questions beaucoup d'architecture notamment, et de comment on s'adapte aussi à comment réduire les risques, comment atténuer notre impact, parce qu'on ne peut pas parler d'adaptation sans parler d'atténuation également de nos émissions carbone et sur ce changement climatique. Et alors, est-ce que notre acte de conserver a un fort impact? Est-ce que vous faites un calcul de l'impact carbone de la conservation de 3 insectes dans un coin, de 5 bouquins ailleurs ou Alors, pas de manière aussi détaillée, mais effectivement, ça fait une dizaine d'années que partout à travers le monde, des responsables du patrimoine essayent de comprendre quel est l'impact carbone de la conservation du patrimoine. Cet impact, il va être à différents degrés. Ça va être nos consommations énergétiques. Pour bien conserver les œuvres dans des musées, des archives, des bibliothèques, on fait depuis les années 70 le maintien d'un climat parfaitement stable. Toujours la même température, toujours le même niveau d'hygrométrie, quelle que soit la période de l'année, quelle que soit la zone du monde. Bien sûr, ça va avoir des consommations énergétiques absolument catastrophiques. Conserver le patrimoine, ça va être aussi utiliser des matériaux que l'on espère stables chimiquement dans le temps. Donc autrement dit, on se tourne directement vers les matériaux qui sont pétrosourcés. Il faut vous dire aujourd'hui que pour déplacer des œuvres d'art, on va utiliser dans des caisses des matériaux à base de gaz fluoré que l'on n'utilise plus dans la construction parce que justement beaucoup trop polluants, et pourtant pour le patrimoine on continue à les utiliser. Et donc c'est face à ce constat-là que beaucoup de groupes de recherche se sont mis en place, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, qui va essayer de calculer ces impacts et quels sont les leviers pour les réduire. Je complète dans un sens un tout petit peu différent par rapport à l'exemple de la climatisation. Sur le long terme, on sait qu'il y a un risque que le système tombe en panne, etc. Et ça, c'est un problème quand ça arrive. Donc, autant que possible, on essaye d'avoir des bâtiments qui sont suffisamment bien conçus pour se passer de ça sur le long terme. Parce que sur le long terme, ça apporte une vraie sécurité pour la conservation. Donc, quand on arrive à ça, à avoir des bâtiments sobres, bien conçus, comme on essaye de faire en ce moment, ça rejoint aussi l'objectif pour le patrimoine, pour la conservation sur le long terme. Oui, mais souvent, il y a des choses qui sont dans des vieilles pierres, et où la modernisation, peut-être votre cas, Apolline, vous êtes dans des vieilles pierres, et là, c'est peut-être un peu plus délicat. Effectivement, il y a eu une grande vague au cours du XXe siècle où les musées se sont installés dans des bâtis et des bâtisses, des monuments assez ancien. C'est le cas à Besançon, où dans la citadelle de Besançon, nous avons 3 musées et les réserves sont dans une forteresse érigée par Vauban. Donc on est à la fin du XVIIe siècle. Évidemment, ces lieux n'ont pas été pensés pour être ni des réserves ni des bureaux. Donc c'est un exercice quotidien en fait que de rendre accessibles les lieux, puisqu'une citadelle est censée être inaccessible, que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour les visiteurs. Et d'un point de vue accueil climatique, on voit effectivement, je rejoins le dérèglement climatique, on voit que les bâtisses actuellement, elles ont
tendance à vraiment conserver l'humidité. Les murs conservent l'humidité bien plus longtemps sur les périodes de pluie qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Donc on étudie les choses, on les mesure, on a des capteurs climatiques, d'hygrométrie et de température qui sont un petit peu disséminés dans tous les lieux d'exposition et dans les réserves. Il y a une surveillance humaine qui est faite régulièrement. On pourra pas, on a beau parler de l'IA et des robots, je pense qu'en fait la réalité fait que l'intelligence humaine et l'observation humaine ne remplacent pas les appareils. Et puis, quand on voit que les conditions sont trop critiques, on procède à des mesures particulières, objet par objet. Alors, donc, on voit que le patrimoine n'est pas facile à conserver, mais le problème, c'est aussi de temps en temps, alors on va changer de registre, on va rentrer dans un registre un peu plus grave maintenant, c'est d'où vient ce patrimoine, et notamment le patrimoine qui provient des régions éloignées, qui se racontent l'histoire du déplacement, de l'exploration au XVIIe, XVIIIe siècle, et donc au XIXe aussi, et qui nous ont rapporté aussi bien des choses qui ont été achetées entre guillemets, ou qui ont été données avec en guillemets, et parfois en anthropologie des restes humains, par exemple, qui ont été rapatriés et qui ont été appropriés. Alors, Julien, c'est vous qui vous êtes porté volontaire pour parler de cet aspect-là, des conséquences que cela peut avoir, et surtout des nouvelles relations dans le monde multilatéral et décolonisé, pour simplifier en un mot, décolonisé actuel. Comment est-ce que l'on traite ce genre de choses? Et on a des phénomènes de restitution qui existent. Et est-ce qu'on peut tout donner? Est-ce qu'on peut garder? Quels sont les statuts juridiques de ces choses-là? Alors, une fois de plus, on va traiter tout cela au cas par cas. En fait, il est impossible de généraliser, sauf à généraliser un fait, c'est que à partir du moment où les collections sont inscrites à l'inventaire, notamment pour les musées de France, comme l'a dit Christelle en préambule, elles sont inaliénables, imprescriptibles, et donc à chaque fois qu'on doit déclasser un objet, à chaque fois qu'on a une sollicitation, qui est souvent légitime d'ailleurs, de restitution, il faut passer par une procédure de déclassement des objets inscrits à l'inventaire des musées. Donc ça remonte jusqu'au ministère de la Culture. Donc il y a déjà cette problématique juridique inhérente au statut des collections. Après, effectivement, l'idée de restituer fait son chemin. Il peut y avoir aussi plusieurs façons de faire, de redonner, c'est surtout pour les cas en contexte colonial, ou non d'ailleurs, de redonner finalement un objet à une communauté. C'est valable pour les restes humains, mais pas que. Je vais prendre un exemple, somme toute assez récent et byzantin. À Besançon, le musée de Besançon conserve des capes en peau animale amérindienne, donc du nord des États-Unis, et dans le cadre d'un projet de recherche assez multilatéral et multiscalaire, des communautés autochtones sont revenues en France et on a pu leur donner accès à leurs biens patrimonial. Ils ont pu les voir de visu, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps à La Rochelle. Il y a quelques années, c'était au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, où là aussi, des émissaires de ces communautés avaient pu venir justement pour les étudier. Donc il y a aussi cette idée un petit peu d'échange, parce que ils ont aussi une connaissance sur ces collections, parce qu'elles en connaissent l'usage, et donc on peut recevoir plus de connaissances sur ces objets, tout en leur redonnant une visibilité et en les conservant. Donc la question des restitutions, elle est toujours à prendre avec beaucoup de recul, je pense, et beaucoup de hauteur. On ne peut pas tout restituer non plus, sinon on pourrait, jusqu'où aller dans la restitution? Je vais être un petit peu brutal et caricatural, mais Léonard de Vinci qui vient avec la Joconde en France, qu'est-ce qu'on en fait finalement? On pense aussi à tout ce qui est saisie révolutionnaire, qui constitue quand même une part importante du patrimoine des musées. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc faut
et là on reste sur des choses assez proches, voire européennes. On peut parler aussi de tout ce que Napoléon a pu ramener. C'est la question des restitutions, oui, elle est vraiment sensible. Elle est aussi, et je terminerai là-dessus, tout à fait diplomatique. Le patrimoine, c'est une source de soft power pour quel que soit l'État d'ailleurs, à la fois en termes de demande de restitution, mais à la fois aussi en capacité de restituer. Pour un exemple là aussi tout à fait récent, dans les zones conquises par la Russie en Ukraine, l'un des premiers éléments qui est fait, c'est de détruire le patrimoine sur place pour pouvoir justement s'approprier le lieu. Donc il faut vraiment être toujours très, très subtil sur cette question des restitutions, comme des restaurations d'ailleurs. Le patrimoine n'est pas qu'un objet mort et inerte, si j'ai bien compris. Est-ce que, alors, il y a le problème vraiment des restes humains qui sont exposés. Alors moi, j'ai en souvenir, j'ai eu la chance de visiter le Muséum d'histoire naturelle de Vienne, et il y a des étagères, il doit y avoir à peu près 4000 crânes humains squelettiques qui sont en collection là, et bon, ils sont là, pour l'instant, personne ne les réclame, ils sont censés être... Ça peut faire une belle étude d'anthropomorphisme, d'anthropologie, mais ça pose quand même un problème d'exposition des restes humains qui étaient tout à fait tolérés et facilement acceptés par les gens jusque dans les années 2000. Enfin, c'est vraiment récemment, on sent qu'il y a des réticences, qu'il commence à y avoir des réticences à ce sujet. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On met des photos, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toute la question que lorsque l'on parle de restes humains, on doit en fait la dignité à la personne, et on ne peut plus aujourd'hui parler d'objet patrimonial en fait en évoquant des restes humains. Nous parlons en fait de personnes, et c'est vrai que pendant très longtemps il y a eu ces expositions de ces restes humains, choses sur lesquelles on revient beaucoup aujourd'hui dans les musées. On essaye de réduire au maximum l'exposition de ces corps. Si on prend l'exemple par exemple des momies égyptiennes, c'est vrai qu'à un moment donné on présentait beaucoup de momies, y compris des momies des bandelettes dont on avait retiré les bandelettes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout, en fait. On va exposer, pour à la rigueur montrer les procédures de momification et de bandelettage, mais on ne va plus exposer le corps nu complètement, soumis en fait au regard de tout venant. Et là, on tombe sur les questions de déontologie, et c'est finalement à chaque responsable aujourd'hui de musée, d'établissement, que de prendre la décision, doit-on ou non conserver une présentation au public de ces restes humains. Oui, je dirais même qu'on va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus de démarches de réinhumation et de demandes de réinhumation des restes humains. Donc après, il y a tout un travail de recherche de provenance de ces squelettes divers et variés qui emplissent les musées occidentaux. Donc c'est beaucoup de recherche en fait, et les aspects de restitution, ce n'est qu'un petit aspect de tout ce qui est inhérent à ce qu'on appelle la décolonialisation et à un changement de regard en fait sur tous les objets qui emplissent nos musées. Donc on a changé notre regard sur l'homme de façon générale, l'homme et la femme avec un grand H. Mais est-ce qu'un objet, alors peut-être dernière question, comme par exemple les éléments osseux de Lucie, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces premiers hominidés? Est-ce que, alors les restes animaux, on les garde et on les expose quand même. La transition entre l'homme et l'humain n'est pas forcément nette. Les premiers hominidés, les grands primates. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On touche là à une limite. Alors la première limite, les restes de Lucie, on ne sait pas comment elle s'appelait d'ailleurs, sont sortis d'Afrique pour la première fois il y a quelques mois pour être présentés en Allemagne, si je ne me trompe pas. Et on touche à la limite de l'humain et de l'animal. C'est une question qui nous dépasse un peu, qui dépasse un peu largement le champ de cette table ronde, mais on peut se poser la question. Effectivement, on réinhume des restes humains. Que fait-on des restes zoologiques? Pour l'archéologie, c'est encore
il y a peut-être une autre dimension, c'est qu'est-ce qu'on fait de restes animaux qui ont été utilisés pour être transformés en outils. Et là, on rajoute une petite couche de complexité aussi, mais sur l'idée de la limite homme-humain, je préférerais laisser parler Apolline quand même. Bon, Apolline, à vous la question difficile. Allez, courage. C'est un peu compliqué là. Comment peut-on continuer à conserver tous ces objets qui font partie de notre histoire, de l'histoire finalement planétaire. Alors jusque-là, on a segmenté, on va dire, une institution qui de sciences naturelles va traiter d'une manière un petit peu différente le reste humain, d'un musée d'art contemporain qui travaille sur une matière animale ou humaine. Et je pense que je vais bosser en touche, mais c'est des débats qui nous animent, en fait. C'est des débats qui animent les conservateurs aujourd'hui, en ce moment. Il y a plein de colloques, notamment en Europe, mais aussi en Amérique latine, en Amérique du Nord, pour plein de raisons, en Asie. Donc c'est des questions qui n'ont pas encore de réponse et on essaye de trouver des chemins. On a sorti un vadémécum sur les restes humains pour commencer à travailler là-dessus et qu'on parte tous sur les mêmes bases. Il y a aussi le regard des publics et de la société qui change et qu'on accompagne, c'est-à-dire que ce ne sont pas les musées les musées sont là pour ouvrir, on va dire, le spectre, le champ des possibles à la société, mais ils accompagnent aussi ces mouvements qu'on est incapable de prédire les uns les autres, les mouvements de pensée. Alors bon, on va un peu arrêter là maintenant et on va donner la parole au public pour les questions sur ces aspects de patrimoine. Je vais simplement terminer, puisqu'on parlait des restes humains, sur quelque chose qui n'est pas un reste, qui est quelque chose qui pose des questions, mais qui a nécessité. Ce sont les écorchés de Fragonard qui sont exposés à l'École nationale vétérinaire, où l'on a un homme sur un cheval, qui ont tous les deux été immortalisés, ce sont des vrais corps qui étaient morts et qui ont été anatomisés et qui ont été dans les muscles, les nerfs, les vaisseaux, ont été traités de façon à ce qu'ils restent visibles, distingués les uns des autres, etc. Et donc il y a une collection comme ça, des écorchés de Fragonard. Il y a 3 grosses statues, la taille de cheval et de l'homme, qui sont là. Et qui sont exposés et qui font partie de ces trésors du petit musée de l'école d'Alfort, mais qui, quand on les voit, on les regarde comme une œuvre d'art, ou enfin comme un témoignage, mais derrière il y a forcément il y a la vie qui apparaît, et c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, c'est quand même ça a 2 siècles et demi, c'est pas très ancien. Donc c'est assez c'est un beau sujet de thèse. Que faire de ces choses-là? Bien, merci beaucoup. On peut applaudir nos participants qui ont abordé ces aspects. Et donc, est-ce que dans la salle, vous avez quelques questions sur ces aspects de conservation du patrimoine? Et je vais passer là le micro à Lucille. Oui, merci pour ce débat intéressant. C'est juste sur la fin, quand on a commencé à parler des restes humains, en fait, on s'aperçoit quand même que tout est relatif, parce que vous vous inquiétez beaucoup du respect éventuellement dû à Lucie, qui a vécu il y a je ne sais combien de temps, mais à 60 km d'ici, vous avez l'ossuaire de Douaumont, dans lequel vous avez 800 000 squelettes, corps, que vous voyez, parce qu'il y a une grosse fenêtre qui vous permet de voir à l'intérieur, et que je sache, strictement personne n'a jamais rien demandé. Et ça va rester comme ça probablement tout le temps. Donc, je trouve qu'il y a un certain relativisme là-dedans qui m'étonne un petit peu. D'autant plus, on pourrait ajouter, que tous ces gens qui sont enfermés dans ces nécropoles de Douaumont ont encore des ancêtres à 2 générations, 3 générations. Et ça, c'est tout à fait bizarre qu'on ne les ramène pas chez eux. Alors, je me permets de répondre, mais tu pourras compléter plus scientifiquement, parce que vous parlez de ma région. Je suis née à Verdun, donc l'ossuaire de Douaumont, il est à
à 5 km à vol d'oiseau de la zone rouge dans laquelle j'ai été élevée, des restes de la guerre 14-18. Et alors c'est faux que les questions ne se posent pas. Évidemment, elles se posent entre spécialistes. Et puis d'autre part, beaucoup de restes sont là parce que justement on n'a pas retrouvé à qui ils appartenaient. C'est le soldat inconnu, voilà, à la place de l'Étoile. Il a été prélevé parmi ces restes parce que justement on n'a pas retrouvé la provenance de ces individus. Donc elle est au centre de toute la réflexion des musées et des lieux de recueillement et de cérémonie de ces 2 guerres mondiales notamment. Oui, juste pour compléter, en effet, ce qu'on retrouve dans les ossuaires, alors il y avait une volonté de monstration de ces ossuaires qui est liée à cette notion de devoir de mémoire autour de... Donc il y avait cette notion de faire perpétrer une forme de vouloir montrer l'horreur de la Première Guerre mondiale via cette accumulation au moment de la mise en place de l'ossuaire. Alors, est-ce qu'on peut le réinterroger maintenant? Je pense que oui, mais c'est pas à mon niveau que ça va se porter. Deuxièmement, actuellement, enfin depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans même, on pratique une archéologie des périodes contemporaines et notamment des conflits contemporains. Et il y a dès qu'on sort un cadavre, parce qu'il faut appeler un chat, il y a une recherche systématique de l'identité de ce dernier. C'est ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années maintenant, lorsque l'archéologie Alsace a fouillé une galerie allemande qui s'est effondrée suite à un bombardement en mars 1918, si je me trompe pas. Les archéologues ont pu identifier, grâce aux plaques militaires, etc., ont pu réidentifier tous les soldats qui étaient décédés dans ce bombardement. Et ensuite, après l'étude archéologique in extenso de ces vestiges humains et non humains, les dépouilles des défunts ont été réinhumés au cimetière militaire avec tous les honneurs militaires en présence à la fois des autorités militaires françaises et allemandes. Donc il y a effectivement il y a une réflexion qui est en œuvre autour de ces dépouilles-là, qui vont pour des personnes dont on peut retrouver l'identité, mais qui vont même plus loin, parce que maintenant la législation en archéo fait que tous les restes humains ont vocation à être réinhumés. Donc finalement, par exemple, moi, musée, maintenant, je ne fais plus rentrer en collection de restes humains. Même pour des périodes extrêmement anciennes. J'ai fait l'acquisition du mobilier d'une nécropole mérovingienne, donc 5e, 7e siècle. J'ai fait rentrer uniquement ce qu'on appelle les biens archéologiques mobiliers, et tous les aspects restes anthropologiques sont restés au SRA avant d'être mis dans ce qu'il faut appeler une fosse commune, si l'on veut. Bien, une autre question ici. Oui, merci pour ce débat. Alors, moi, je suis ravi d'aller voir des objets antiques, des objets anciens dans les musées. Voilà, je suis très content de ça. Mais puisqu'on est dans les limites, là, je me disais, si on était dans un monde qui continuait comme actuellement, sans cataclysme pendant des siècles, des millénaires, jusqu'où irait la conservation du patrimoine, parce que finalement, ça se cumulerait au cours des siècles et des millénaires, voilà. Mais comme on est dans un monde où il y a des cataclysmes, un jour ou l'autre, que ce soit le patrimoine finit, et ça finit à l'état de traces comme la préhistoire ou les choses comme ça. Ce que je me dis, on est aussi dans le monde où vous avez entendu parler des 9 limites, dont 7 sont déjà dépassées. Et là, on entre en conflit avec parfois la conservation du patrimoine. Je parle notamment des centres anciens. Je vois Besançon, par exemple, où on se trouve il faut qu'énergétiquement, on isole les bâtiments, on fasse des travaux. Et le fait que ce soit des classés, on ne peut pas aller transformer ces bâtiments. Et il y en a partout en France de ce genre de choses.
Donc voilà, on ne peut pas mettre de panneaux solaires sous les toits parce que c'est classé. Il y a des tas de choses comme ça. Et pourtant, on se trouve devant des urgences qui sont autres, puisqu'on est dans des urgences écologiques où on est empêché. Bon, alors, que petite question facile, hein. Qui s'y colle? Je vais essayer dans le domaine des bibliothèques. Pendant très longtemps, on conservait tout. Et c'était très bien comme ça, c'était ça l'objectif. Sauf qu'il y a toujours eu des problèmes de place dans toutes les bibliothèques. Vous connaissez ça sans doute chez vous aussi avec vos livres personnels. Et récemment, ça a beaucoup changé à cause de la numérisation des documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, à cause des catalogues collectifs. Et là, on a touché du doigt le fait que les livres imprimés, c'est des multiples. Donc du coup, il faut faire une sélection. Parce que on ne peut pas gérer des bibliothèques avec des étagères pleines à craquer, on s'en sort pas, quoi. Voilà, donc ces dernières années, il y a eu une grande inflexion de ce point de vue-là, et on en est arrivé à des critères assez objectifs. La date avant 1830 que je vous citais tout à l'heure, puisque c'est la limite entre le livre artisanal et la révolution industrielle, donc qui touche aussi le domaine du livre. Et puis le critère de rareté relatif, c'est-à-dire 5 exemplaires au niveau national. Donc ça, très concrètement, ça nous permet de faire une sélection de ce qu'on souhaite garder ou pas. Parce qu'on était confronté exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire on n'arrivait plus à gérer en fait. On ne pouvait plus rester sur la position on garde tout. Je crois que c'était ça le départ de votre question. Moi je complète, les muséums d'histoire naturelle, ils conservent, c'est le disque dur externe de la nature, pardon, j'ai tendance à dire en ce moment. Et on a beaucoup d'objets, on essaye de se compléter les uns les autres, chaque établissement d'un point de vue régional ou même nationalement, on essaye de ne pas conserver, collecter ou acquérir les mêmes choses. Le but c'est pas de remplir nos réserves. En tout cas aujourd'hui, cette dimension elle a changé. C'était le cas au début du 19e siècle, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et ce qu'on va tendance à avoir à faire, c'est à documenter ce monde qui disparaît. C'est-à-dire qu'on assiste à un effondrement de la biodiversité, à choisir, je vais peut-être sélectionner les espèces en voie de disparition dans mes collections, si je peux, si la loi m'y autorise, plutôt que d'enrichir en fait en spécimens qui sont encore présents. Donc il y a une logique en fait qui est en train de se mettre en route dans tous les établissements pour continuer à conserver ces mondes qui disparaissent, puisque c'est ça aussi l'idée. On a un musée comtois en Franche-Comté qui a constitué sa collection à partir des mondes du début du XXe siècle qui disparaissaient, donc du monde agricole, du monde artisanal, etc., et qui a des objets qui ne se font plus aujourd'hui. Bien, une question à ma droite, une question ici. Oui, bonjour. Ma question, c'est par rapport aux restitutions donc des œuvres qui sont dans les musées pour les pays demandeurs. Est-ce qu'il y a un retour qui a été fait par rapport à ce qui s'est vu pour le Bénin, où ça a été un drame psychologique dans le pays, parce que les pièces sont allées au musée présidentiel dans les caves du palais, pour des problématiques d'exposition, parce qu'il y a d'autres, il y a des tribus, enfin il y a encore des royautés qui ont demandé les pièces et ils savent pas où les exposer, comment les exposer. Est-ce qu'il y a un calendrier par rapport aux restitutions qui est fait? Est-ce qu'il y a un effet boule de neige sur les pays demandeurs, entre les pièces grecques, égyptiennes, voilà. Alors, encore une question facile. Est-ce qu'on a restitué l'obélisque? Alors, c'est pas mon domaine, c'est pas le domaine des musées, mais je voudrais vous répondre simplement, enfin en tant que
citoyens qui s'intéressent à ça. Je crois que c'est vraiment tout à fait en débat. Et moi, ce que j'ai retenu de cette question, c'est il y a le même genre de débat, comme vous dites, au Bénin en ce moment, sur qui doit s'occuper du patrimoine, pourquoi, dans quelles conditions. C'est un peu le thème qu'on a abordé aujourd'hui de notre point de vue. Mais je crois que l'enjeu, il est là. D'après ce que j'ai compris, quelles que soient les disparités de moyens entre nos deux pays, il faut qu'il y ait ce débat au Bénin. C'est tout à fait légitime que ce soit dans le pays concerné que le débat ait lieu. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter aux comparaisons des conditions de conservation. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu des articles que j'ai pu lire comme vous sur le sujet. Et sur la question d'un calendrier, en fait, c'est impossible d'établir un calendrier des restitutions. Il faut se dire qu'on ne peut pas travailler la question des restitutions comme une masse, mais plutôt en fait comme une multitude de cas particuliers. En fait, chaque objet doit faire l'objet de recherches approfondies de manière à comprendre quel a été le lieu où il a été prélevé, quelles ont été les conditions dans lesquelles ils ont été prélevés. Et donc, ça nécessite de mener des recherches sur les objets, mais aussi sur l'histoire politique, diplomatique des différents pays qui sont concernés. La question des modes de conservation, ça c'est un point de vue qui est strictement personnel, ne doit pas forcément rentrer en ligne de compte dans le cadre d'une restitution, puisque l'idée c'est que si on restitue un objet à une communauté source, à une communauté autochtone, ils ont les droits dessus en fait, si on leur a prélevé illégalement. Et je me pose toujours la question de comment nous pouvons-nous imposer notre point de vue européen sur la conservation, alors que quand on va dans d'autres pays, je pense notamment au Cameroun, où la conservation du patrimoine prend un sens très différent, ils conservent le patrimoine tout aussi bien, juste différemment de nous. Donc en fait, selon quels critères on pourrait se permettre de juger qui conserve le mieux? Bien, une autre question, ce sera la dernière. Merci. Non, en vitesse, parce que je vois que l'heure tourne. D'abord, c'est la première fois que je viens à Time World, et je trouve que c'est vraiment extraordinairement pertinent d'avoir mis cette session dans un congrès sur les limites. Alors, première remarque, vous écoutant, je me dis que le livre philosophique de référence, finalement, pour la philoculture au XXe siècle, c'est-à-dire le fameux livre de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité, est en fait assez périmé, c'est-à-dire ce que vous avez montré, et ce qui correspond à mon expérience personnelle, c'est que on ne doit pas fétichiser, si j'ose dire, l'impact de l'original, ce que Benjamin appelait l'aura de la pièce. Juste un exemple, peut-être que ce que je connais de plus extraordinairement émouvant, qui est la première représentation d'une femme dans l'histoire de l'humanité, qui est la Vénus de Brassempouy. C'est un truc qui fait 3 cm, la dame à la capuche. Vous l'avez au musée de Saint-Germain-en-Laye, alors qu'elle provient de la Chalosse. Et je veux dire, les larmes viennent aux yeux, et me sont venues aux yeux, avant que le directeur du musée de Saint-Germain me dise qu'en fait c'était un facsimilé. J'ai été horriblement déçu, mais l'émotion a dépassé. Alors maintenant, ma question, je vais vous la poser sous un angle assez particulier. J'ai eu des fonctions européennes assez importantes dans le domaine du patrimoine. J'ai été président pendant des années de la grande infrastructure européenne d'ARIA sur les humanités numériques. Et si je regarde les choses d'un point de vue européen, je voulais vous adresser deux questions qui ont trait essentiellement au rôle de l'informatique. Il me semble que dans une période qui était le début des années 2000, en gros, le ministère de la Culture a eu une conception certes pertinente, évidemment, mais un peu limitée de l'informatique au sens que vous avez discuté, qui était la conservation. C'est-à-dire que quand on regarde des reproductions, eh bien, on n'abîme pas le support. C'était l'entreprise du Gallica. Qui s'est avéré quand même relativement limité, au sens, bon, c'est bien, on a pu consulter des choses, mais comme des photos. Ça n'a pas été navigable, ça n'a pas été ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques. Pour ce qui concerne l'intervention de l'informatique dans la conservation et l'étude du patrimoine aujourd'hui, il y a deux questions, et voilà, et cette fois-ci je vous les donne. Il y en a une à laquelle Christelle Faure a, me semble-t-il, répondu avec clarté et éloquence, mais enfin je la repose quand même. On peut voir
l'intervention de l'informatique dans la conservation du patrimoine d'un point de vue d'extrapolation. Hein, c'est-à-dire penser à ce que fait le laboratoire de Marseille de Livio. À partir de, par exemple, un pavé, il vous reconstitue le monument entier. Et donc ça donne la possibilité de faire ce que vous dénonciez, me semble-t-il, Christelle, c'est-à-dire de la construction à la Carcassonne ou au Königsbourg, où on est comme à l'état primitif. Ma question porte sur quelque chose qui n'a pas été évoqué parmi vous, c'est pas l'extrapolation, c'est l'interpolation, c'est-à-dire quid de l'équivalent français des projets européens qui sont menés, par exemple le Time Venice Machine, où vous vous efforcez de reconstituer Venise absolument telle qu'elle était à l'époque de Canaletto, c'est-à-dire que le spectateur de ça va être vraiment immergé dans Venise avec ses bruits, ses couleurs, quelque chose qui serait analogue à ce qu'on a comme dispositif de sauvegarde dans les ordinateurs MacBook, c'est-à-dire Time Machine. Vous pouvez reconstituer votre ordinateur tel qu'il était le 22 avril dernier. Est-ce que vous faites quelque chose dans la région, puisque vous êtes byzantin, beaucoup d'entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue au projet Venice Time Machine, qui a un vague équivalent à Paris, on essaie de faire la même chose pour Paris sous l'occupation? Est-ce que ces problématiques vous intéressent? Pardon de la longueur de la question. On va donner un peu de temps pour la réponse. Si nos interlocuteurs ont l'air dubitatifs sur cet aspect-là. Est-ce que c'est encore du patrimoine ou est-ce que c'est de l'entertainment? Alors, je vais essayer de reformuler, puis vous me direz si j'ai bien compris. Ce que vous décrivez, moi ça me fait plus penser à des dispositifs d'exposition, de valorisation pour le public, d'immersion avec le numérique. Ça me fait penser à ça. En tout cas, moi, dans certains musées que j'ai pu visiter récemment ou bibliothèques, je pense par exemple en Irlande pour le livre de Kells, c'est un manuscrit enluminé du début du Moyen-Âge, qui n'est pas très grand, hein. Mais bon, comme c'est le grand trésor de Trinity College à Dublin, ils ont fait tout un bâtiment à côté de la bibliothèque pour faire de l'immersion numérique très très spectaculaire. Donc je vois que ça se développe dans les musées. C'est un peu différent, je crois, de ce que vous avez dit pour vraiment l'archivage d'une époque, mais voilà, ça m'évoque ça. Votre question m'évoque ça, ces dispositifs numériques, mais plutôt pour la valorisation, il me semble, dans ce que je connais en tout cas actuellement. Christelle. Alors j'avoue conteusement, je suis un peu sourde aujourd'hui, donc je n'ai malheureusement pas entendu quelle était la question. Je préfère être honnête. Alors la question c'était, est-ce que vous faites des choses pour cette conservation, je dirais, cette mise en perspective d'un certain nombre du patrimoine par l'intermédiaire du numérique, notamment par les méthodes d'immersion, et pour utiliser, je dirais, les capacités numériques pour recréer le passé et immerger ou montrer, ça dépend un peu de la dimension et de la taille du système, le public visiteur ou le chercheur, pourquoi pas, dans ce passé reconstitué. Effectivement, en fait, le numérique a tout son intérêt pour nous permettre, en fait, de découvrir les œuvres d'art au-delà de ce que, on va dire, notre œil peut voir du visible, en fait, de mieux découvrir la technique. Si on pense notamment à ce qui est réalisé, notamment les dispositifs numériques, comme c'est fait au Palais des Beaux-Arts de Lille, où on va pouvoir avoir des zooms très, très, très importants sur des peintures pour découvrir le moindre petit millimètre de la surface picturale. En fait, on va avoir une nouvelle manière d'appréhender l'œuvre d'art, d'un point de vue qui soit plus technique, mais peut-être moins dans l'émotion. Et donc c'est vrai que ce support numérique, pour moi, il vient en quelque sorte en complément. Il vient enrichir la vision que l'on va avoir de l'œuvre d'art, mais il ne peut pas non plus se substituer. Donc c'est pour ça que pour moi, voilà, toujours garder l'original reste le plus important. Moi, je compléterai régionalement la citadelle de Besançon que vous avez juste
derrière nous, je pense, a été par exemple numérisé en 3D complètement avec une start-up qui s'appelle Capture 4D, je crois, et on a un petit robot qui est passé dans tous les endroits cachés de la citadelle ou inaccessibles. Et aujourd'hui, en fait, avec un système de visualisation et de masques, on peut se balader dans la citadelle de Besançon. Et puis, il y a des petits jeux, des petits personnages qui ont été implantés où on voit les soldats durant Vauban, voilà, qui vivent dans cette citadelle. Donc, il y a des choses comme ça qui, oui, il faut vivre avec son temps. Et puis je pense aussi à l'université Marie et Louis Pasteur qui vient d'inaugurer un learning center dans lequel au sous-sol, donc c'est la bibliothèque, le nom de la nouvelle bibliothèque, au sous-sol ils ont un espace qui est assez unique, je ne sais plus combien de dizaines de millions d'euros ça a nécessité, mais qui permet de voyager partout dans le monde à partir de vidéos très très haute définition, et c'est à la demande des professeurs de géologie, des fois on parle de structures auxquelles on n'a pas accès, au sommet des montagnes, dans la banquise ou sous l'eau. En fait, ils ont un système de visualisation à 300 degrés complètement immersif, où les vidéos ont été prises à 360 degrés, donc vous pouvez vous situer à l'intérieur de paysages, mais aussi à l'intérieur d'un organe, puisqu'ils ont fait de la prise de vue très haute définition à l'intérieur d'un cœur, par exemple. Donc on circule dans les vaisseaux sanguins et c'est absolument extraordinaire. Bien, donc on est dans la réalité, dans l'irréalité virtuelle. Il y avait les masques de réalité virtuelle, mais là c'est l'irréalité virtuelle. Bien, le temps passe, nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde. J'avais juste deux petites remarques. La première, c'est... J'étais provocateur avec l'histoire du roman national, bien sûr, parce que, en fait, le patrimoine, par définition, il est universel, au sens terrien du terme. Chacun le voit de façon différente, mais ces traces du passé que l'on conserve, on ne les conserve pas que pour une petite fraction de la population, on les conserve comme un bien précieux de l'humanité. Il y a un autre patrimoine dont on n'a pas parlé, qui est le patrimoine qui, moi, me concernait, qui est le patrimoine spatial, qui est ce qu'on a envoyé dans l'espace, qui n'est jamais redescendu sur Terre, et donc qui est inaccessible, peut-être inaltérable pour certains, mais en tout cas, on ne sait pas, et qui est immontrable, mais qui existe. Ça, c'est un aspect. Et puis, il y a un autre aspect qui a été souligné par la dernière question, mais ça sera peut-être le thème d'une prochaine table ronde dans un autre Time World, c'est l'émotion que l'on peut avoir entre l'œuvre originale et le fac-similé ou la copie. Alors, ça, c'est un problème important. Je pense que c'est un problème qui est irrésolu. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on avait vraiment vu, merci beaucoup, grâce à la préparation d'Apolline et de ses acolytes, Julien, Christelle et Pierre-Emmanuel, une très belle table ronde qui nous a permis de plonger, d'aborder très sérieusement sur ses limites. Est-ce qu'on a répondu à la question, est-ce qu'il y a une limite ? Il n'y a pas une limite apparemment, il y a simplement des limites qui apparaissent au cours du temps de l'évolution de la morale publique, pour employer un terme très général, des moyens techniques et aussi des moyens financiers qui sont mis à disposition. Donc merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette table ronde et merci à nos participants.